Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Patricia Balme. Bonjour, vous êtes communicante, présidente, fondatrice de PBcom International. Bonjour à vous. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. On vous retrouve tous les mardis pour l'édito politique sur Sud Radio dans le grand matin. Jérôme Rivière, député européen du Rassemblement National. Bonjour à vous. Et Romain Colas, secrétaire national du PS et maire de Boussy-Saint-Antoine. Bonjour à vous. Bonjour Valérie. Bonjour. Eh bien, écoutez, pas mal de sujets. Encore une fois, l'article 24 réécrit la majorité qui bat en retraite. On va parler de l'aspect politique de cet article 24, de la colère froide que racontent vos quotidiens ce matin. On va parler également de la proposition, enfin de plus que de la proposition, de ces caméras piétons qui devraient équiper les policiers. Mais alors, pourquoi attendre le mois de juillet ? Pourquoi leur avoir fourni jusqu'à maintenant des caméras piétons de merde, pardon, il n'y a pas d'autre mot, c'est-à-dire des caméras qui ne fonctionnent pas. Et puis la réforme des retraites, priorité absolue pour le gouvernement. Est-ce bien le moment ? On parlera de tous ces sujets avec vous. Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention. Jérôme, on va commencer avec vous, Jérôme Rivière. Pour le coup de cœur. Alors, oui, là, moi, j'ai fait. Alors, ça n'a rien à voir et ça change un peu. Mon oui, mais cœur, c'est fait pour ça. Le sauvetage par Jean Le Cam de Kevin Escoffier dans le cadre du Vendée Globe. Comme on est beaucoup dans une actualité où il y a de l'émotion en permanence, et je pense que sur les sujets comme les policiers, la violence, il ne faut pas d'émotion. C'était bien de trouver un sujet sur lequel l'émotion est légitime. Dans un monde en plus où on ne prend plus de risques, où on essaye de ne plus jamais avoir de victimes, où il faut être tout le temps prudent, les grands aventuriers que sont ces navigateurs qui partent dans le cadre de cette course, ça mérite un immense coup de chapeau. Ça nous réconcilie avec l'aventure humaine et j'ai trouvé que la façon dont le sauvetage s'est déroulé hier, ça méritait une émotion collective de voir que des hommes sont capables de prendre des risques de cette nature-là, risques calculés, et qui se termine cette fois-ci très bien. Voilà, c'est ce que j'avais envie de saluer. Avec une solidarité qui existe des marins. Effectivement, ça fait du bien d'avoir des choses un petit peu positives. Romain Colas, votre coup de cœur ? Coup de cœur et à la fois coup de gueule. Coup de cœur parce que c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. En ces temps où l'actualité sanitaire est occupée par la Covid, et bien légitimement, il ne faut pas oublier que le sida demeure, qu'il continue à se transmettre et que pour celles et ceux qui n'ont pas accès à des traitements, il tue. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, coup de gueule parce que dans notre pays, les séropositifs qui sont traités subissent encore des discriminations. Je pense notamment à des discriminations dans les forces de police, dans la gendarmerie, dans nos armées et chez les sapeurs-pompiers, puisque dès lors que le statut sérologique d'un séropositif est détecté, connu de la hiérarchie dans les forces que je viens de citer, eh bien c'est un motif de renvoi. Il y a plusieurs personnalités engagées dans la lutte contre le sida qui signent aujourd'hui dans le quotidien Libération, je crois, une tribune pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur le sujet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une personne qui vit avec le VIH et qui est traitée est asymptomatique, qu'elle a une charge virale indétectable, qu'elle ne peut pas transmettre le virus du sida et qu'elle a une espérance de vie qui est identique à celle de la population générale. Donc ces discriminations qui sont fondées sur l'état de la science il y a 20 ans n'ont plus aucun droit de citer, puisqu'aujourd'hui, et c'est un formidable message d'espoir, on peut vivre avec le sida lorsqu'on est traité. Ce sont toutefois des traitements lourds qui peuvent avoir quelques effets secondaires. Donc évidemment, le message de prévention doit être passé. Mais ces discriminations dans notre pays sont d'un autre âge et il est temps qu'elles cessent.
Oui, et puis peut-être à rajouter un coup de gueule sur le relâchement peut-être justement vis-à-vis du sida, c'est-à-dire même sur l'information, la prévention. Je pense que si vous faites un petit sondage dans la rue, très peu de gens savent exactement comment on peut se contaminer. Certains pensent encore que c'est possible par la salive, sur un verre. Donc il y a beaucoup d'idées reçues qui persistent et c'est vrai que bon, on en parle beaucoup moins. On va se retrouver dans un tout petit instant. Moi, je vais en profiter pour refaire un coup de cœur pour le livre dont on a parlé avec Carl Zéro, 1 sur 5 manifeste contre la pédocriminalité en France, agissons ensemble. Soutien donc à ce manifeste pour agir enfin contre les crimes sexuels contre les enfants. Beaucoup d'inceste, beaucoup de viols qui sont encore une fois très souvent dont on fait assez peu cas. Et je recevrai aussi Lies Luflog bientôt pour parler de tous ces enfants qui sont placés en foyer. Rien n'a été fait ou pas grand-chose depuis le documentaire Choc d'M6. Donc occupons-nous de nos enfants. 1 sur 5, vous allez sur le site 1sur5.org. Le petit livre aux éditions Télémac vaut 5 € et tout sera reversé à l'association Innocence en danger. On revient avec le coup de gueule de Patricia Balme et ainsi que celui de Alexis Poulain. À tout de suite. Et voilà, on va pouvoir commencer les débats. Avant, on continue notre petit tour de table avec les coups de cœur et les coups de gueule. Patricia Balme, c'est un coup de cœur? Oui, Valérie. Avant de parler de mon coup de cœur, je voudrais d'abord remercier Sud Radio et vous-même, parce que c'est une radio, Sud Radio, sur laquelle on peut s'exprimer sur tous les sujets et parler librement, ce qui n'est pas le cas de tous les médias, donc ça mérite d'être souligné pour les auditeurs. Patricia. Et on essaye de le faire de façon équilibrée, voilà. Mais c'est formidable, c'est rare. Voilà. Et ça mérite d'être souligné. Alors, mon coup de cœur va à une femme. Elle est députée des Hauts-de-Seine, elle s'appelle Frédérique Dumas. Et Frédérique Dumas a osé interpeller le ministre des Affaires étrangères sur la situation actuelle en Côte d'Ivoire. Je vous résume en 2 mots la situation. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, un président a été réélu inconstitutionnellement. Par ailleurs, il y a eu des répressions sanglantes et des députés aujourd'hui sont incarcérés depuis des mois. Pour certains, nous n'avons plus de nouvelles. Ce que je voudrais dire, c'est que la France s'est émue du drame de Samuel Paty, de cette décapitation. Il y a une décapitation en Côte d'Ivoire d'un jeune homme qui s'appelle Kofi Toussa, qui a été décapité par les milices du régime actuel. Et il est vrai que les images que l'on a vues où on a joué avec la tête de ce jeune homme décapité comme avec un ballon de football, c'est quelque chose de dramatique. Et Frédérique Dumas a osé dire au ministre des Affaires étrangères, parce qu'elle est membre de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, que la France, pays des droits de l'homme, ne peut pas soutenir un tel régime. En tous les cas, avec les pratiques actuelles de ce régime. Qu'a répondu le ministre des Affaires étrangères? Il lui a répondu? Oui, le ministre des Affaires lui a répondu qu'effectivement, ce 3e mandat, c'est le sujet de la Côte d'Ivoire, qu'il n'y a pas d'ingérence dans la politique extérieure de la France et que le président de la République et lui-même ont demandé à une stabilisation, à une négociation du régime actuel avec l'opposition, ce qui ne suffit pas. La France, pays des droits de l'homme, ne peut pas se satisfaire d'une telle réponse. Et je pense aussi que le courage en politique, qui est une vertu rare, c'est de dénoncer ce genre de dérive. Et encore une fois, la décapitation de Samuel Paty a provoqué un émoi dans la population française. On ne peut pas passer sous le silence une décapitation dans un pays ami avec lequel nous avons une longue histoire. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas continuer d'exercer de cette façon des dérives qui sont une atteinte aux droits de l'homme et des citoyens, et même s'il s'agit d'un pays étranger. Donc bravo à Frédérique Dumas qui continue ce combat pour soutenir la liberté en Côte d'Ivoire.
Voilà, c'était votre coup de gueule. C'est vrai qu'on parle assez peu de l'Afrique, on parle assez peu de ce qui s'y passe et ça semble assez peu intéresser, hélas, les Français. Alexis Poulain, c'est un coup de gueule ? Oui, alors là, ça intéresse les Français, c'est bien franchouillard. Hein. C'est sur les ravages du confinement hein, pour les cabots de la Seine qui ont bien du mal, et notamment Jean-Marie Bigard qui nous inquiète, hein, qui a pété un câble à une radio, qui parlait très fort comme ça, comme s'il était sur scène. On a le son, on va l'écouter. Il était chez nos confrères de France Bleu, écoutez. Quand un homme politique vient te dire que le conseil scientifique a décidé que... Toi, tu te dis, putain, c'est pas rien, c'est pas 3 personnes. C'est une majorité de gens qui décident. Et quand cette majorité te dit le contraire 3 semaines après, qu'est-ce que tu peux penser? Eh bien, tu penses tout simplement que ces gens-là sont aux ordres. Et ils sont aux ordres du pognon. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'était un petit peu inquiétant cet extrait. Mais il faut rouvrir les théâtres, il faut que les gens de scène retrouvent la scène, sinon ça va mal se passer. Rappelez-vous Fabrice Lucchini, le modéré Fabrice Lucchini, qui avait parlé d'un gouvernement morbide, qui avait aussi pété un câble. Il est revenu dans les clous un peu après. Mais on voit bien quand même que voilà, le manque de public, ça fait bien du mal. Après, Bigard, il est marrant hein, quand il fait ça, c'est quand même... bon, bah voilà. Et derrière, je suis pas sûre, je sais pas si ça fait rire. Il a fait rire pendant un moment. Oui, ça fait un petit peu moins rire et ça inquiète un petit peu plus. Là, ça inquiète parce qu'effectivement, on se demande mais qu'est-ce qui se passe. Et puis vous avez Gérard Jugnot qui lui de son côté dit c'est pas le rôle des comiques de faire de la politique. Finalement, on n'est pas là pour ça. Et qui tacle Coluche hein, en disant moi j'étais pas d'accord avec le tous pourri. C'est pas vrai. Les politiques sont pas tous pourris. Mais c'est vrai que ça manque de comiques engagés un peu en ce moment. Alors si le comique engagé c'est Jean-Marie Bigard, on a effectivement du souci à se faire parce que c'est pas forcément très politique. Mais il y a un vrai débat de société, hein, la place de l'artiste. Et je pense qu'en ce moment, on parle pas assez du secteur culturel qui va souffrir énormément des confinements et des choix qui ont été faits et dont on n'a pas encore de plan de route pour la reprise d'activités très claires. Et beaucoup de compagnies vont sans doute devoir mettre la clé sous la porte. On parle beaucoup des restaurateurs et des commerces, c'est normal, eux aussi vont souffrir, mais dans le spectacle vivant, ça va être très dur également. Bon alors nos auditeurs soutiennent, hein, juste une seconde, puisqu'on me reproche de ne pas lire certains messages, on me dit c'est pas toi qui est inquiétante, c'est pas toi qui est aveugle, sauf qu'il a raison Bigard, mais bon visiblement vous semblez pas vous en rendre compte. Après on s'étonne que les gilets jaunes ont viré Bigard, bon ça c'est un autre message. Cédric nous dit Bigard a totalement raison, le coup du vaccin en est la preuve, oui ils sont absolument tous pourris sans exception. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là où ce n'est plus un humoriste, c'est quelqu'un qui est engagé, qui a un engagement politique avec un message qui est entendu et qui est écouté par une partie de la population. Oui, c'est un polémiste, mais ça fait partie aussi du travail des humoristes parfois. Je ne pense pas qu'il soit humoriste quand il fait ça, Bigard. Non. Patricia, vous vouliez réagir? Il joue son personnage quand même. Vous avez vu les images? Vous avez vu les images? Oui. Il n'était pas dans l'humour, hein. Il était dans la rage, dans la colère. Moi, je sais pas. Je pense qu'il jouait son personnage quand même. Patricia? Moi, je suis d'accord avec ce qu'Alexis vient de dire. Simplement, c'est le ton qui dérange. C'est le ton parce qu'en effet, comme vous l'avez dit Valérie, ce n'est absolument pas drôle, ce n'est pas comique. Et par rapport au ton employé par Fabrice Lucchini, on peut délivrer un message sans hystérisation du message. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les professionnels du spectacle souffrent. Moi, j'ai vu hier dans Le Monde un papier d'un auteur dramatique qui racontait avec beaucoup d'humilité et beaucoup de simplicité ce qu'il vit. Ces pièces ne seront plus jouées, parce que de toute façon, il n'y a plus de théâtre. Il n'a pas reçu d'aide de l'État. Et oui. Les théâtres ouvrent à nouveau. Moi, je vais pouvoir jouer ma pièce. Je fais un petit parenthèse pub. Le 15 décembre au théâtre Jacques Tati à Amiens, on joue L'homme qui tua Muammar Kadhafi sur l'affaire du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. Donc, on a la chance de jouer à 19h30 au théâtre Jacques Tati à Amiens. On l'a joué à Marseille avant le confinement. Donc, on joue entre les gouttes et on espère être à Avignon cet été. Donc voilà. Jérôme Rivière, Romain Collas, un mot sur Bigard. Il a un ton, il a une personnalité particulière, mais il exprime ce que ressentent beaucoup de Français. J'ai hier mon épouse qui voyageait et qui a atterri à Charles de Gaulle.
Au moment où elle a atterri, il y avait 5 avions qui atterrissaient. Il y avait plus de 600 personnes qui étaient tassés les uns contre les autres. J'ai des photos à 50 cm les uns contre les autres. Pendant 1h30 pour passer la frontière avec des personnels de l'aéroport de Paris, des policiers, tout ça géré par l'État. Et on nous explique que dans le même temps, on ne peut pas aller dans des restaurants parce que c'est plus dangereux. Vous avez la même chose dans les transports en commun à Paris. Tout ça est irrationnel, tout ça est fait de façon incompréhensible pour les Français. Et quand c'est incompréhensible, quand on n'a plus confiance, parce que c'est ce qu'il disait, il y a un conseil scientifique qui dit blanc un jour, qui dit noir le lendemain, eh bien, le doute s'installe et les décisions ne sont plus acceptées. Et d'ailleurs, elles sont plus acceptables aujourd'hui. Et je comprends cet énervement, cette colère qui est sanitaire et qui est celle des Français. Il y a même pire que ça, il y a les paroles du ministre belge qui a dit « Faire du shopping ne comporte pas de risque quand tout est bien contrôlé ». On a pris cette décision de fermer les commerces parce qu'à un moment donné, on devait prendre une décision choc. Il fallait vraiment faire un électrochoc. Il fallait dire clairement, on bloque. Et ça, c'est un ministre en Belgique qui l'a annoncé hier. Et le Premier ministre français qui parle de tenir à la bride. Comme si le peuple français, c'était une sorte d'animal qu'il fallait brider. C'est plus acceptable. Ils sont allés beaucoup trop loin. C'est irrationnel et c'est plus accepté. Oui, sauf que ce choc, il y a des commerçants qui sont suicidés. Ça tue des gens, comme le virus. Oui, alors c'est vrai, certains auditeurs nous disent il a raison sur le fond, mais vous n'aimez pas la forme. C'est vrai que la forme d'hystérisation n'est jamais forcément très bonne. Romain Colas. Moi, ni la forme ni le fond. Franchement, le fait de vivre une situation personnelle difficile, il y a des centaines de milliers de Français aujourd'hui qui, du fait de cette crise sanitaire, du fait des décisions qui sont prises au regard de cette crise sanitaire, souffrent et vont souffrir dans la durée. Et pour autant, ils ne s'autorisent pas à dire n'importe quoi, n'importe comment. Pardonnez-moi, mais Bigard verse dans le complotisme le plus crasse. Il n'y a pas d'autre mot. D'aller dire que le conseil scientifique est aux ordres d'intérêt de pognon. Je veux dire, il y a clairement des problèmes de conflit d'intérêt. Laissez terminer. Il y a des problèmes de conflit d'intérêts, si vous voulez. Ça, c'est une phrase balancée à l'emporte-pièce, sans le moindre élément. Karine Lacombe, qui a été payée par. Non, mais attendez, faites la nuance entre lien d'intérêt et conflit d'intérêt. C'est pas tout. Il y a des choses qui sont aussi colportées. Et puis, si ça vous embête pas, je vous ai écouté les uns les autres. Absolument. Finissez, Romain. Sans vous interrompre. Le conseil scientifique, et je réponds à ce que disait l'eurodéputé à l'instant, il n'a pas dit tout et son contraire. Le conseil scientifique, il a été confronté, comme tous les scientifiques du monde entier, à un virus nouveau sur lequel, au départ, il ne connaissait rien. Et j'attire votre attention sur le fait que le conseil scientifique, dès le mois de juillet dernier, alors même que nous engagions le déconfinement, avait prévenu que la seconde vague allait arriver, avait alerté les Français. Donc on ne peut pas jeter systématiquement le bébé avec l'eau du bain. On peut discuter des mesures prises par le gouvernement, on peut décider de sa méthode, on peut même discuter le fait, et je pense que ça c'est dramatique parce que ça donne du crédit à des paroles insensées comme celle de Bigard. On peut discuter le fait qu'il a adapté sa doctrine sanitaire à la problématique des pénuries. Je pense notamment au discours qui a été tenu sur les masques, où on n'avait pas de masques, on n'avait pas besoin de masques parce qu'en fait on n'en avait pas et dès lors qu'on en a eu, il fallait les porter. Tout ça a discrédité l'action des pouvoirs publics. Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Enfin, très franchement, moi je me réjouis que dans notre pays, on ait quelques scientifiques, parce que le savoir a encore de la valeur et la vérité scientifique, c'est pas une opinion comme les autres, c'est la vérité scientifique. Le doute scientifique aussi, il peut exister. Je me réjouis qu'on ait quand même des gens formés dans ce pays pour nous accompagner dans la gestion de cette crise. Voilà, on peut contester leur position, on peut contester leur choix. Enfin voilà, moi j'ai du mal à engager un dialogue d'égal à égal avec un professeur d'Elfrécy, parce qu'en fait j'ai pas bac plus 18 en virologie, quoi. Et j'aimerais que chacun reste à sa place et soit un petit peu raisonnable dans ces débats. Heureusement qu'on a des gens dont c'est le métier que de guider les choix politiques. Mais après, la responsabilité, elle appartient aux politiques. Il faut arrêter là avec il n'y a pas de vérité scientifique, justement, vous l'avez expliqué. C'est quelque chose de nouveau et il y a du doute politique, il y a du doute scientifique aujourd'hui. Et vous avez une communauté scientifique qui est divisée, qui ne le sait pas et c'est normal. Et le problème des politiques, c'est qu'ils ont pris des décisions en confiant à certains scientifiques le choix de décisions politiques, ce qui n'est pas rationnel. Et par ailleurs, ils ont pris des décisions, excusez-moi, qui ne sont absolument pas rationnelles. Il n'est pas explicable de dire qu'à 21h, le virus est plus virulent et d'empêcher les gens de sortir. Il n'est pas explicable de dire que dans les transports en commun, il n'y a pas de risque.
et d'empêcher certaines professions de travailler. Ça ne justifie pas de prendre un décret pour savoir à quel moment on va vendre des sapins de Noël. Ça ne justifie pas une dérive totalitaire du gouvernement, autoritaire en tout cas du gouvernement sur tous ces sujets, et elle n'est pas acceptée à juste titre par les Français. Donc vous pouvez essayer de ridiculiser le discours comme vous le souhaitez. Attendez, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité scientifique révélée aujourd'hui. Non, aujourd'hui, le virus, on ne sait toujours pas d'où il provient. L'OMS a promis une enquête et dans le labo P4 et en Chine et ailleurs, mais on ne sait toujours pas d'où vient ce virus. Et le CNRS, d'ailleurs, a dit que la piste du laboratoire est une piste comme une autre. Donc, on est en train de faire des vaccins avec des protocoles ultra rapides pour passer outre les protocoles sanitaires qu'il y avait auparavant, qu'on va nous vendre comme étant le Graal pour relancer l'économie. Mais voilà ce que dit le ministre de la Santé belge, qu'on a fermé les commerces pour faire un choc. Comment voulez-vous que la parole politique soit crédible après ça? Et c'est vrai que ce conseil scientifique, c'est une question de casting. On a choisi qui était dans ce conseil scientifique et on a vu que les scientifiques n'étaient pas d'accord entre eux et se posaient une question et se posaient beaucoup de questions et sur ce virus et sur les choix qui étaient faits de confiner ou pas, de laisser ouvert les écoles, de fermer les commerces. Voilà, maintenant on se retrouve avec des gens qui trouvent normal de fermer d'ouvrir les stations mais de ne pas avoir de remontée mécanique, de dire alors que la Suisse va ouvrir ses stations, que l'Autriche va ouvrir ses stations, et puis des gens qui en plateau vont vous dire ah, pour Noël, vous mangez la bûche, mais vous mettez papy-mamie sur le balcon. Faut pas déconner, attention. Ah bah, là, franchement, oui, on est dans un sketch géant. On a plus besoin de bigards. Patricia, oui. Dans tout ce qui vient d'être évoqué, où est le problème? C'est que les scientifiques eux-mêmes, entre eux, n'étaient pas d'accord sur certaines prises de position, sur certains contrôles sanitaires et sur le virus lui-même. Le problème, c'est que quand ces débats de scientifiques sont rendus publics, vous pensez bien que les Français eux-mêmes sont déstabilisés s'ils ne font même pas confiance aux scientifiques qui ne sont pas d'accord entre eux. Imaginez s'ils vont faire confiance derrière aux politiques qui ne sont pas non plus toujours d'accord entre eux. Et c'est ce qui a généré une cacophonie et ce qui fait qu'il y a une perte de confiance des Français, non seulement envers les politiques et envers les scientifiques. Et envers les scientifiques également, mais il y a eu quand même et l'article 24 là aussi montre qu'il y a quand même un problème de communication et de prise de décision qui est tout à fait sidérant. On va parler justement de cet article 24 qui va être réécrit. Il paraît donc Emmanuel Macron hier a fait part de sa colère lors d'une réunion à l'Élysée. Certains disaient qu'il était blanc de colère en disant qu'il n'avait pas besoin de ça. La majorité s'est donc s'est engagée à proposer une nouvelle écriture de cet article 24 pour lever toutes les suspicions autour de cet article. Patricia. Valérie, il ne vous échappera pas qu'hier, en effet, le président de la République a poussé entre guillemets un coup de gueule à l'Élysée et il a dit en substance que on avait besoin de clarifier le sujet et de rassurer les Français. Alors, il y a eu en même temps qui était protéger les forces de l'ordre et garantir la liberté de la presse. Mais ce qui ne vous a peut-être pas échappé, c'est le petit retour et la revanche de Christophe Castaner. En effet, Christophe Castaner a repris la main sur le sujet et c'était une sorte de petit tacle pour Gérald Darmanin et c'était de dire et en fait il a dit une chose assez claire, Christophe Castaner, pour une fois. Il a dit que il y a une telle incompréhension qui ne cesse de s'intensifier, je cite ses propos, sur un sujet aussi fondamental que nous avons le devoir, je cite Christophe Castaner, de nous interroger collectivement. Et en fait, encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé sur cet article 24 où on peut sentir un recul politique? C'est qu'il y a eu un désordre et un manque de pédagogie, comme toujours. Avant de promulguer une loi, on l'explique aux Français. Et voilà ce qui se produit quand on ne l'explique pas, quand il n'y a pas de pédagogie. Donc une mauvaise communication politique et une mauvaise harmonisation de la communication politique. Alors je vais poser une question qui va pas plaire forcément, mais est-ce que c'est pas la tyrannie de la minorité? J'ai posé la question à Frédéric Dabir et j'entends hurler dans les foyers qui écoutent Sud Radio. Alors donc que pensent les Français de l'article 24? Il m'a dit globalement ils sont pour et plus globalement ils s'en foutent. Voilà, grosso modo, je vous schématise sa réponse. Donc, est-ce que
Non mais je pose cette question. Hein. Ouais, mais c'est important parce que oui, c'est un sondeur qui vous dit ça. C'est la parole autorisée qui vous dit que les Français s'en foutent en grande majorité. Et c'est bien que les Français s'en foutent. C'est bien que les Français aussi soient abstentionnistes, qui ne votent pas. Comme ça, c'est une petite minorité qui privatise les institutions de la République et qui en fait ce qu'elle veut. Non, cet article 24, même si les Français s'en foutent selon les sondeurs, l'ONU, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'en est ému. La Commission européenne s'en est émue. Les partenaires européens s'en sont émus. La défenseur des droits, Claire Hédon, s'en est émue. Une centaine d'associations de défense des droits de l'homme s'en sont émues. Donc heureusement que les minorités éclairées étaient là pour allumer les lumières d'une majorité qui est en train de les éteindre les unes après les autres, tout simplement sous prétexte de loi d'exception qui serait là pour protéger des policiers alors que les lois existent aujourd'hui et qu'elles ne sont juste pas appliquées comme la plupart des lois. Et donc ajouter cet article 24 qui répondait à certaines demandes de syndicats de police légitimes de protéger les policiers d'actes malveillants sur les réseaux sociaux ne servait à rien puisque nous avions déjà un cadre du droit, dans le cadre de l'état de droit, qui fonctionnait si simplement on appliquait la loi. On ne le fait pas, donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait des lois bidons pour dire qu'on fait quelque chose. Quand ces lois bidons sont dangereuses pour les libertés, heureusement qu'une minorité qui défend les libertés se lève, et une minorité à 500 000 dans la rue, ça commence à faire et ça commence à se voir. Et que Emmanuel Macron prenne la position du bon roi Louis, mal conseillé par ses ministres, c'est facile, parce qu'il est responsable. Pendant 2 ans, alors que les Gilets jaunes se faisaient éborgner, mutilés par ses troupes, il n'a rien dit. Il même faisait la leçon lors du grand débat à des Gilets jaunes en disant « Non, j'aime pas qu'on utilise le terme répression et violence policière, on est dans un état de droit. » Maintenant, ces ministres utilisent le terme de violence policière. Et puis avant ça, il y avait aussi tout ce qui se passait dans les quartiers dont on ne parlait pas. Donc, se donner le beau rôle, c'est encore une fois de la communication. N'oublions pas qu'Emmanuel Macron, depuis le début de son quinquennat, est le président de la violence symbolique, mais aussi la violence réelle. 2000 blessés, dont certains graves, qui sont maintenant en incapacité à vie. Mais ne l'oublions pas, ce qui s'est passé est inacceptable en France. Donc ça suffit de faire croire que c'est la faute de Gérald Darmanin qui fait une loi mal faite. Non, Emmanuel Macron met depuis qu'il est au pouvoir en place un agenda de censure et de répression. Et il s'en cache en se donnant le bon rôle. Moi je ne suis pas dupe et je pense que les Français, alors on me dira, on fera des sondages, il prend 3 points tous les week-ends dans le JDD, mais je pense que les Français ne sont pas dupes non plus. Mais je ne sais pas. Qui veut répondre à cela ? Jérôme Rivière ? Une fois n'est pas coutume, le Rassemblement national a voté ce texte de loi essentiellement pour des sujets qui nous intéressaient comme des pouvoirs de police judiciaire et de maintien de l'ordre aux polices municipales ou la suppression des réductions de peine automatiques pour les personnes qui avaient commis des actes de violence contre les policiers. C'est important dans une société où on voit que la délinquance et la violence augmentent. C'est une réalité. Aujourd'hui, la violence a terriblement augmenté en France. On a une insécurité galopante, de protéger celles et ceux qui assurent notre sécurité. Derrière, qu'Emmanuel Macron passe une colère froide. C'est lui le principal producteur de cet échec et de ce fiasco. C'est lui l'inspirateur du texte et de la façon dont ce texte est présenté. C'est d'ailleurs lui que vont voir, ou son Premier ministre, que vont voir les députés dans une attitude absolument baroque de soumission du législatif à l'exécutif, puisqu'ils sont en train de réécrire un article et ils vont le soumettre d'abord à l'exécutif. C'est la fin de la démocratie lorsque l'exécutif se plie de cette façon aussi transparente à l'exécutif. Donc c'est aussi lui qui a organisé la façon dont tu utilises les forces de l'ordre. Et je voudrais juste insister sur ce point. Les forces de l'ordre, il leur a demandé, et c'est normal que les policiers obéissent au ministre de l'Intérieur, mais il leur a demandé d'être extrêmement dur avec les honnêtes gens. On l'a vu avec le début des Gilets jaunes. On l'a vu notamment aujourd'hui avec les amendes concernant le confinement. C'est à tire-larigot qu'ils poussent les forces de l'ordre à faire ces contraventions à 135 €. Et dans le même temps, on voit qu'il leur impose de supporter les Black Blocs et les Antifa qui viennent par 200, 300, 400, parfaitement identifiés. Et il leur interdit d'agir et il leur interdit de prendre des mesures qui permettraient de les protéger. On se retrouve avec ce week-end 100 policiers blessés après les violences, avec assez peu d'émotion du président de la République d'ailleurs. Moi, Valérie, oui, Patricia, vous allez répondre, mais on va marquer une toute petite pause et on se retrouve dans un instant. Et vous pouvez bien évidemment réagir et nous appeler 0826 300 300. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, nous revenons sur cet article 24 qui a été retoqué, qui va être réexaminé. Alors Patricia Balme, vous vouliez réagir à la discussion précédente. Je voulais réagir sur un terme qui m'insupporte et qui est une expression que je récuse, les violences policières. Beaucoup de journalistes ont écrit sur les violences policières.
C'est une expression qui n'est pas supportable pour la raison suivante, c'est que ce terme va rentrer dans l'imaginaire collectif des Français, c'est-à-dire qu'on va faire référence régulièrement aux violences policières. Il n'y a pas de violence policière dans ce pays. Il y a des accidents, il y a des cas individuels, mais on ne peut pas généraliser. Moi, je préfère parler de la violence des casseurs, de la violence des Black Blocs. Et là, dans ce cas précis, oui, on peut parler de violence, parce que ces gens-là punissent les commerçants lorsqu'ils cassent les vitrines, lorsqu'ils dégradent tout le matériel de la ville de Paris, entre autres, puisque ça s'est récemment passé à Paris. Donc, je récuse, je m'insurge contre ce terme de violence policière qui est une insulte à nos forces de l'ordre qui protègent les Français et qui font ce qu'ils peuvent dans une situation très difficile à l'heure actuelle. Oui. Alors, qui veut réagir, Alexis ? Ce débat sémantique sur le fait que les violences policières engloberaient toute une administration, il n'a pas lieu d'être. Les violences policières sont une réalité, dans certains cas avérée, même sanctionnée par l'IGPN qui enquête. Il y a après le cas qu'on a vu, Michel Zecler, etc. Ça ne veut pas dire que tous les policiers, et encore heureux que tous les policiers ne font pas ça. Non. Eux, ils font un métier extrêmement difficile, un métier, oui, qui a à faire avec la violence, mais la violence des voleurs, des casseurs, des violeurs, des assassins, etc. Et eux font état de cette violence. Et il y a eu, oui, des cas où l'utilisation de la force est disproportionnée et dépasse le cadre de l'état de droit. Donc parlons de phénomènes accidentels, mais pas de violence policière. Ça ne veut pas dire qu'elle est systémique. Après qu'il y a un problème hiérarchique, un problème de formation et d'autres choses, même le ministre l'admet volontiers. Mais le projet de loi de finances, pourtant, lui a réduit les budgets de formation des policiers. Donc il faut être un peu... en même temps, ça ne marche pas, là. Donc soit on met les moyens et dans l'équipement, et dans la formation, et dans la protection des policiers, pour voir dans les conditions dans lesquelles ils travaillent, soit on fait encore une fois des déclarations, on fait semblant, ou comme quand c'est le cas, le fait que la loi, encore une fois, est bien faite en France, mais elle n'est pas appliquée. Mais quel était le problème de cet article 24 ? Parce que quand on lit cet article 24, on vous dit est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit, quel qu'en soit le support, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de police nationale lorsqu'il agit dans le cadre d'une opération de police. Article 2 de cet article, c'est... Attendez, c'est... La loi de 28 juillet sur la liberté de la presse ne font pas obstacle à la communication aux autorités administratives et judiciaires compétentes dans le cadre des procédures qu'elles diligentent d'images et éléments d'identification des fonctionnaires. Donc rien n'empêche de filmer des policiers, rien n'empêche de porter à la connaissance de la justice des images de dérapage policier ou de violence de policiers. Ce qu'ils ont voulu faire, c'était protéger ces policiers qui sont aujourd'hui filmés quand on voit les manifestations, filmés avec des portables et qui sont identifiables par tous, par leurs voisins. Et qui sont aujourd'hui protégés par la loi. C'est-à-dire que cet article, c'est ce que vous dites, il ne sert à rien. En fait, il est vide de sens. Je veux bien m'exprimer, Valérie. Oui. Romain Colas. Je ne me suis pas encore exprimé sur le sujet. Bon, d'abord, je réponds à la question précise sur l'article 24, mais je veux souligner à quel point la fausse colère d'Emmanuel Macron hier relève de la comédie absolue du pouvoir. D'ailleurs, le président de la République, il a des réunions tous les jours avec des ministres et rarement leur contenu ne filtre. Donc la colère d'Emmanuel Macron, c'est une opération de com et il ne fera croire à personne qu'il n'est pas à la manœuvre sur ce sujet comme sur tous les autres, parce que Jupiter n'a pas profondément changé de nature et que c'est évidemment Emmanuel Macron qui décide d'à peu près tout dans notre pays. Et d'ailleurs, on a parlé de la fronde des parlementaires à l'égard de l'exécutif lorsque Darmanin a inventé cette commission pour écrire la loi à la place du Parlement. Darmanin n'a pas eu l'idée toute seule. Et derrière la fronde à l'égard du gouvernement, il y a un certain ras-le-bol des députés qui ont enfin compris quel était leur rôle à l'égard de l'Élysée, parce qu'ils en ont assez, peut-être pour une part d'entre eux, d'être là uniquement pour lever la main quand le chef leur demande. Sur l'article 24, il y a à mon sens deux sujets. Un, je suis d'accord avec Alexis, il ne sert à rien dehors d'être un élément de communication
du ministre de l'Intérieur à l'égard d'un électorat qu'il veut flatter, celui de la droite, parce que Emmanuel Macron a bien compris que son réservoir était désormais là, et c'est un outil de gestion interne des relations sociales entre les syndicats de policiers et le ministre de l'Intérieur. On ne va pas se mentir, c'est la seule utilité de l'article 24, parce que, comme le dit Alexis, tout est déjà présent dans le droit, et on n'est pas foutu de le faire appliquer correctement. Donc c'est bien ça le sujet, c'est comment on protège les policiers, parce qu'évidemment, il est hors de question qu'on veuille leur porter atteinte à leur intégrité psychique, atteinte à leur intégrité physique. Ça, c'est déjà interdit par le Code pénal, il y a tout ce qu'il faut en termes de loi, encore faut-il qu'il y ait des moyens pour l'appliquer. Ensuite, quel était le problème ? L'autre problème de l'article 24, c'est qu'il touchait à un des monuments du droit français, qui forge l'essence de notre démocratie, qui est la loi sur la liberté de la presse de 1881. Voilà, on ne touche pas à des grandes lois qui ont fondé notre démocratie telle qu'elle existe aujourd'hui, simplement dans le cadre d'opérations de com ou de basses politiques politiciennes. C'est ce qu'un certain nombre d'observateurs ont compris, et fort heureusement qu'il y a effectivement des gens de cette minorité ou de cette majorité, j'en sais rien, qui se sont élevés contre ce texte, parce qu'il ne faut pas qu'on s'habitue à toucher, il ne faut pas qu'on s'habitue progressivement à toucher, à raboter notre état de droit et nos libertés. Voilà. Si on s'habitue pour de basses raisons politiciennes à commencer à taper dans des pans d'éléments structurants de notre démocratie, et bien progressivement, nous allons perdre à bas bruit nos libertés. Et quand demain, ce seront des responsables au pouvoir qui seront moins libéraux au sens des libertés publiques que ceux d'aujourd'hui, eh ben on s'en mordra les doigts d'avoir laissé faire. Donc c'est pas qu'une affaire de symbole, c'est une affaire importante. Oui. Plusieurs auditeurs nous... Oui, allez-y Patricia. Pardon Valérie, je voulais juste intervenir sur un point que vous avez souligné tout à l'heure. Quand vous avez explicité véritablement cet article 24, il y a un aspect de l'article 24 qui pouvait être intéressant, c'est qu'en effet, on diffuser les visages et les images des policiers sur les réseaux sociaux doit être interdit. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des policiers qui sont victimes de harcèlement, même pour leur famille, quand ils rentrent chez eux, quand leurs enfants vont à l'école et leurs épouses. On ne peut pas diffuser les visages des policiers sur les réseaux sociaux. Je pense que c'était le seul point positif de cet article 24. Jérôme Rivière ? Ce que je vois, c'est que le débat qui devait porter essentiellement sur les violences, on est en pleine guerre aujourd'hui contre le terrorisme islamiste, on est avec une délinquance qui est massive en France, on est avec une insécurité grandissante, par une opération de communication assez bien orchestrée, par l'extrême gauche notamment. On se retrouve aujourd'hui à avoir un débat sur les violences policières qui est un mauvais terme, parce que je partage ce que disait Patricia Ball tout à l'heure. Ça laisse entendre que c'est endémique, que c'est quelque chose de systématique dans les forces policières. Or, s'il existe effectivement de temps en temps des accidents, des fautes d'ailleurs que la justice condamne avec fermeté, aujourd'hui, les violences, elles sont contre la société et les Français ont besoin de protection, et les seuls pour les protéger aujourd'hui, ce sont les policiers et les gendarmes. Et par une opération qui a été orchestrée au moment de la place de la République, lorsqu'il s'est agi de faire partir les migrants qui étaient sur place, l'extrême gauche a organisé les choses de telle sorte que ça tourne mal, ça continue à mal tourner. Emmanuel Macron s'est empêtré comme il le fait avec son en même temps. Il s'est empêtré parce qu'il essaye de séduire effectivement plusieurs électorats. Il essaye d'envoyer des signaux dans tous les sens. À force d'envoyer des signaux dans tous les sens, plus personne ne sait où il est. Et la difficulté, c'est que ça remet en cause l'essentiel de notre sécurité, c'est-à-dire les policiers. Encore une fois, vous avez des gens comme Mediapart qui sont plus militants que journalistes, qui font sortir, alors que l'affaire Michel Zecler vient de sortir, ils font sortir une autre affaire vieille de 18 mois. Donc on nous montre qu'il y a eu 2 incidents avec des policiers en 18 mois, quand dans le même temps, vous avez tous les jours une vingtaine d'agressions contre des policiers qui sont peu couvertes, dont les médias parlent peu. Et si nous n'avions pas de policiers capables d'encaisser pour les Français et de les protéger, nous serions en immense difficulté. Donc moi, j'y vois un grand danger d'avoir un mauvais débat, un débat qui ne porte pas sur le fond des choses. Le fond des choses aujourd'hui, c'est la violence endémique de la société française. Oui. Non mais attendez, l'un, je me permets Valérie, l'un ne justifie pas l'autre. C'est pas parce qu'il y a des violences quotidiennes inadmissibles, et je suis le premier à les condamner, contre les forces de l'ordre,
que la société doit autoriser la police républicaine à déraper. Dans ce que, personne n'autorise. Dans ce qui relève pas, pardonnez-moi, parce que les mots ont un sens, d'accident. Ce qui est arrivé à Michel Zecler, c'est pas un accident. Et on ne fuit pas la police. Vous savez, moi, la justice se prononcera. Quand la police vient vous arrêter, mais si ça vous embête pas, que vous faites, c'est pas. Alors laissez terminer. Je sais que vous avez un vrai problème avec la contradiction parce qu'à chaque fois que je parle, vous m'interrompez régulièrement. Allez-y, Romain Collat. Ce que je ne fais jamais, même quand vous dites des trucs qui, pour le coup, me choquent. Vous, Iris. Donc rien ne peut justifier. Et moi, je suis pour qu'on ait des forces de l'ordre qui disposent de vrais moyens. Aujourd'hui, ils sont insuffisants. D'ailleurs, je constate, pardonnez-moi, vous avez voté, quand je dis vous, le Front National, renommé Rassemblement National, vous avez voté la loi sécurité globale, vos représentants à l'Assemblée nationale. C'est la première fois que le Front National ou ses héritiers votent un texte proposé par un gouvernement, quel qu'il soit, en matière de sécurité. Voilà, ce qui devrait alerter quand même sur le fait que, Emmanuel Macron est tout sauf un rempart, parce que pour la première fois, vous votez un texte consacré à la sécurité des Français. C'est un texte proposé par Emmanuel Macron. C'est la première fois que les représentants de l'extrême droite votent un texte de sécurité relatif à la sécurité des Français au Parlement. Je ne peux pas ne pas vous interrompre. Je sais que vous ne pouvez pas vous en empêcher. Je sais que vous ne pouvez pas vous en empêcher. Deuxièmement, en votant ce texte, pardonnez-moi, mais vous dites que vous l'avez voté notamment parce qu'il prévoyait le renforcement des prérogatives des polices municipales. On peut avoir un débat là-dessus, mais vous actez par là même le dépouillement des moyens des forces de police et de gendarmerie. Parce que d'une certaine façon, en votant ce texte, vous dites, on prend acte du fait que l'État régalien n'a plus les moyens de faire régner la sécurité sur l'ensemble du territoire. Donc permettons aux polices municipales, dans les villes qui en ont les moyens, parce que toutes les villes ne sont pas Nice, c'est Christian Estrosi qui avait demandé cette adaptation de la loi. Vous actez le fait qu'il y a des Françaises et des Français, selon la richesse de leur territoire, qui auront droit à la sécurité et pas d'autres. Moi, monsieur, je défends la police républicaine, je défends les gendarmes, je veux qu'il y en ait partout en nombre suffisant sur le territoire et je ne soutiens pas un texte qui acte le dépouillement de la police et des gendarmes. Donc il faut aller au fond des choses, je suis d'accord avec vous, mais en l'occurrence, vous ne défendez pas la police en soutenant ce texte. En quoi ça dépouillait la police, ce texte-là ? Quand on dit que c'est aux policiers municipaux désormais de faire le boulot de la police nationale et des gendarmes parce qu'on acte le fait qu'ils sont dépouillés de moyens sur le territoire national, on prend acte du fait qu'effectivement c'est demain les municipalités qui devront se substituer à l'État régalien. Moi je ne m'y résous pas, contrairement aux représentants du Rassemblement national. C'est la vision très attritionniste des choses. On peut avoir plusieurs forces de police, c'est tout l'intérêt justement, et les forces de police municipales peuvent venir en soutien aux forces de police nationale et à la gendarmerie, et c'est important de disposer de différents moyens. Aujourd'hui, elles évoluent dans un contexte qui n'était pas assez on va marquer une pause. On se retrouve dans un instant. On va parler des caméras piétons pour les policiers. Est-ce que ça peut régler les choses? À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Vous retrouverez André Berkoff par la suite. Donc, je crois que c'est Patricia qui voulait revenir. Moi, je suis toujours quand même étonnée de voir ces deux camps qui s'affrontent. Violence policière contre protection des policiers. On a une auditrice qui nous dit qu'il y a quand même eu 98 blessés cet été ce week-end parmi les forces de l'ordre. Une autre qui nous dit, moi, quand je vois la police, j'ai peur. Je ne sais pas qui, je crois que c'est vous, Patricia, qui disait, mais quand on voit la police, je ne sais pas qui disait, ou c'est Jérôme, je ne sais plus, si on s'arrête, en général, la police ne vous fait pas de mal, ne vous tape Absolument. pas. Moi, je pense que le problème, c'est la généralisation du terme. Je l'ai dit tout à l'heure, violence policière, et je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, on met le doigt et on met le projecteur sur un accident, une dérive, un mauvais comportement d'un, deux, trois, quatre policiers, et on oublie tous les policiers qui sont blessés au cours de leur mission, qui sont caillassés dans les manifestations. Ce qu'on a vu, et les images l'ont montré samedi dernier, les policiers en prennent plein la figure. Et ce qui me fait beaucoup de peine, c'est de voir parfois les forces de l'ordre reculer devant les manifestants parce qu'ils n'ont pas non plus l'ordre d'avancer.
Donc, le problème des policiers, c'est ce qu'ils vivent au quotidien. Quant aux équipements des forces de l'ordre, ils sont nuls. Je rappelle quand même, et moi, un policier me l'avait dit, ils achètent eux-mêmes leurs gants parce qu'ils ont des gants qui datent d'il y a 10 ans et qui sont usés. Et je pense aujourd'hui que l'idée des caméras piétons est une excellente idée parce que ce sera une arme dissuasive. Et ça, c'est pas une arme qui va blesser, mais c'est simplement une protection supplémentaire pour les policiers. Donc, je suis vraiment pour ces caméras piétons. Et vous savez, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, les policiers ont des caméras piétons. Et même lorsqu'ils font des enquêtes, lorsqu'ils interrogent des suspects, ils ont des caméras sur eux qui filment. Et c'est indispensable aujourd'hui. Oui, non, mais ce qui est insupportable, c'est d'opposer les uns aux autres, d'opposer les violences policières qui sont inadmissibles, mais les violences contre les forces de l'ordre le sont également. Alors, les caméras piétons, on en a entendu parler par un certain nombre de syndicalistes. Jusqu'à maintenant, on leur a mis quand même de la merde. Hein, j'ai pas d'autres mots. On leur a donné des caméras qui ne fonctionnaient pas. Ils vont devoir s'équiper eux-mêmes s'ils veulent du matériel. On leur a dit au mois de juillet, je veux dire, c'est pas comme si c'était la première fois qu'on parlait de ces caméras piétons. Qu'est-ce qu'on attend pour les équiper? Alors, est-ce que ça peut changer quelque chose, Alexis? Non, mais je crois que cette dérive technologique où on s'inspire des États-Unis, il ne faut pas s'inspirer des États-Unis où la violence est vraiment à un niveau mais quand les choses sont positives aux États-Unis, on peut s'en inspirer. Non, mais vraiment, je crois que il y a un vrai travail de fond culturel, de faire comprendre que derrière l'uniforme, il y a un humain, comme derrière la terminologie migrant, il y a un humain, comme derrière un délinquant, il y a un humain aussi. Ça peut être difficile, mais il faut arrêter de cette logique de camp portée par le préfet allemand, notamment, est inadmissible. Les policiers sont des citoyens comme les autres. Alors, plus que les autres, parce qu'ils défendent l'ordre et qu'ils ont un uniforme en particulier, mais ils méritent tout le respect. Et c'est ça qui est grave, c'est d'arriver dans cette dérive totale où on est en train d'organiser une guerre de camps entre prolétaires, d'un côté les manifestants, de l'autre les policiers et les oligarques qui regardent en rigolant. Ça suffit à un moment, mais c'est Pasolini qui en parlait d'ailleurs en disant mais quand vous parlez de lutte des classes, mais regardez les policiers, ce sont eux les enfants d'ouvriers, les pauvres, ils sont comme tout le monde, ils sont représentatifs de la société française. Il y a autant de racistes qu'ailleurs, il y a autant de brebis galeuses que dans n'importe quel autre métier. Regardez le nombre d'affaires qu'il y a avec les députés de La République En Marche, ne serait-ce que ça. Donc ça suffit de toujours pointer du doigt cette profession-là parce qu'elle serait suspecte, parce que les policiers seraient suspects. Non. Donc il y a une vraie lutte culturelle profonde de dire non, la police de la République, c'est une des colonnes vertébrales de la République, elle mérite le respect, mais on doit avoir cette proximité avec les populations qu'on a perdue parce qu'on a enlevé la police de proximité, parce qu'on a harnaché de plus en plus, on est rentré dans une logique de confrontation plutôt que de choisir le maintien de l'ordre, la désescalade, ce qu'on fait d'ailleurs nos voisins européens. La France a choisi de s'équiper en armes de guerre avec les LBD, avec des grenades qui sont dangereuses, plutôt que de travailler sur la façon dont gérer les foules pour descendre d'un cran plutôt que de monter d'un cran. Donc c'est profondément qu'il faut changer. La pratique de la police républicaine. Oui, qui veut Jérôme Ripoul pardon, non, je ne sais pas qui veut intervenir. Jérôme Rivière, Romain Colas. Romain Colas, oui. Oui, juste sur les caméras piétons, et pour rebondir sur ce que disait Alexis à l'instant, on a un vrai sujet de lien entre la police républicaine, les policiers, les gendarmes, et la population. Et ça, c'est un chantier qui est un chantier au long cours. Mais moi, je partage totalement l'idée qu'évidemment, il ne faut pas opposer les policiers, les Françaises et les Français, parce que les policiers sont là pour assurer la paix des Français, pour assurer leur protection, pour assurer leur sécurité. Et donc, tout ce qui concourt à créer du lien qui a été abîmé au fil des ans, notamment, comme le disait Alexis, par le retrait de la police de proximité entre les populations et leur police, est utile. Et les caméras piétons font évidemment partie de cela. Évidemment partie de cela, parce que quand vous êtes sous le regard de l'autre, vous faites attention. Et donc, ça peut être un élément de modération dans le rapport de certains à l'égard de la police. Ça peut être aussi un élément de preuve utile dans le cadre d'affaires.
Et je pense que c'est vraiment une protection supplémentaire qui peut en plus avoir son utilité dans des procédures judiciaires de nos forces de l'ordre. Et c'est un des éléments qui permettra, je le crois, qui peut contribuer à rétablir le lien entre la nation et la police. Oui, mais enfin, rétablir le lien entre la nation et la police. Si vous avez regardé le documentaire de Bernard de la Villardière il y a 15 jours sur M6, le lien entre la police et la population, il n'existe pas. Ce sont des gens qui se font tabasser, qui reçoivent qui se font prendre en embuscade, etc. Donc moi, je veux bien tout, mais il faut prendre les deux côtés aussi. J'ai pas dit le contraire. Oui. Valérie, les caméras sont. Les caméras, je partage ce qu'il vient de dire, c'est un élément utile pour les deux parties. Ça protège les policiers et ça protège éventuellement les personnes qui seraient victimes d'un accident ou d'une malveillance. Ce qui est rare, je continue de le préciser. Il existe aussi quelque chose d'autre. Mais pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt ? Encore une fois, là-dessus, les différents gouvernements de Macron en parlent, donnent des quarts d'équipement et ne font rien. Donc, il n'y a pas de volonté d'aller plus loin. Et par ailleurs, à la formation. C'est très compliqué d'être policier. On se retrouve confronté à des situations qui sont très complexes. Et aujourd'hui, on est le pays européen dans lequel la formation est la plus courte, 8 mois. C'est absolument pas normal. Il faut former les policiers, il faut leur expliquer. C'est complexe, c'est difficile. Ah oui, mais et pourquoi la majorité parce que c'est une mauvaise majorité qu'Emmanuel Macron est un mauvais président de la République. Non, mais parce qu'il y a les discours de Gérald Darmanin et en parallèle, le projet de loi de finances baisse les budgets de formation. Exactement, mais c'est la même chose, et c'est la même chose avec Nicolas Sarkozy, qui lui aussi avait un discours qui se voulait extrêmement sécuritaire et qui derrière baissait le nombre de policiers et les plaçait dans des conditions toujours plus difficiles. Il y a une inadéquation permanente entre un discours et une réalité, et ceux qui pâtissent de tout ça sont bien sûr les Français, mais surtout les policiers qui se retrouvent aujourd'hui dans des situations pénibles. Et n'oublions pas quand même que Black Bloc et Antifa, on les identifie, on sait qui ils sont, et des instructions sont données pour ne pas les saisir et pour ne pas les arrêter. Et ça éviterait les 98 policiers blessés le week-end dernier si le ministre de l'Intérieur donnait des consignes pour qu'on les arrête. Deux mots de nos auditeurs. Michael nous dit les militaires français paient leur matériel en opération, ça ne dérange personne. Ah bah oui, ils n'ont pas de syndicat. C'est vrai qu'ils l'ont raconté, certains d'entre eux l'ont raconté. Et Xavier nous dit les caméras, tant qu'elles ne se déclencheront pas automatiquement lors de l'usage d'armes, ne servent à rien, car les policiers sont libres de les activer ou non. Alors ça, je ne sais pas comment ça peut fonctionner, mais il faudrait effectivement qu'il y ait un système qui soit un petit peu mieux organisé. Merci à tous les quatre. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio, et vous retrouvez André Berkoff dans un instant. À tout de suite.